les femmes sont confrontées à de nombreuses discriminations dans leur parcours de soins. Des discriminations qui ont un impact direct sur leur état de santé. Même les dents. Les dents, moi, il me manque toutes les dents du bas, il me les manque. Je n'ai pas les moyens de me payer des implants. Ce sont les femmes qui portent la société, sans se plaindre. Alors, on ne veut pas voir leur douleur, de peur que tout s'effondre. Maria Bragnas Morera, Canet Tanaka, Lucille Randon. Des femmes ordinaires, autrices d'un exploit, toutes ont été doyennes de l'humanité. Une vie qui a duré plus de 122 ans pour la doyenne de France, Jeanne Calment, on la connaît tous. Elle est l'être humain qui a vécu le plus longtemps parmi toutes les personnes dont la date de naissance a pu être vérifiée. En moyenne, les femmes vivent plus longtemps. Pourquoi ? Les chercheurs et les chercheuses l'expliquent par des facteurs sociaux et culturels. Les hommes auraient plus de pratiques à risque, comme la consommation d'alcool et de tabac, et les femmes seraient plus attentives à leur corps, plus réceptives aux messages de santé. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent plus longtemps en mauvaise santé. Un rapport daté de 2020 du Haut Conseil à l'égalité le rappelle. Aujourd'hui, une femme a plus de risques de mourir d'une maladie cardiovasculaire car elle est moins bien prise en charge que les hommes. Pour le Haut Conseil à l'égalité, la santé, la médecine, ce n'est pas qu'une question d'organes et de biologie, c'est aussi une question sociale et le genre des patients et des patientes a un impact sur la qualité des soins qui leur est apporté. Nous allons le voir ce soir, les femmes sont confrontées à de nombreuses discriminations dans leur parcours de soins. Des discriminations qui ont un impact direct sur leur état de santé. Saviez-vous que le suicide est la deuxième cause de mortalité des jeunes mères? Et pourtant, de nombreuses femmes taisent leurs symptômes dépressifs à leur entourage et même à leur médecin sous prétexte que donner naissance, c'est la plus belle chose au monde. Connaissez-vous le leucidème ou maladie des jambes poteaux? C'est une maladie des tissus graisseux qui est extrêmement douloureuse, qui grossit les jambes des femmes. Il n'existe à ce jour aucun traitement et elle est vécue dans la honte et la douleur par près d'une femme sur 10. Savez-vous que pour un homme migraineux, on trouve 3 femmes qui souffrent du même mot? Cette maladie est mal prise en charge, dévalorisée, parfois moquée. Les femmes qui en souffrent sont soupçonnées d'être trop douillettes ou d'exagérer leurs symptômes. J'ai moi-même souffert de crises de migraine très fréquentes quand j'étais adolescente. Et je me rappelle d'une de ces crises si violentes que mon père a décidé de m'emmener en urgence chez le médecin parce que je pleurais au fond de mon lit. Et pour toute réponse, j'ai eu une boîte de Doliprane et bon, ça va passer. J'en souffre encore aujourd'hui, heureusement moins souvent, et j'ai appris à vivre avec. Et surtout grâce au conseil d'autres personnes migraineuses. Historiquement, les bonnes normes physiologiques, ce sont celles des hommes. Les équipes de recherche médicale sont dirigées majoritairement par des hommes et les maladies principalement féminines intéressent très peu la recherche. En France, on ne trouve pas de données précises sur ces biais genrés de la recherche. Il faut aller les chercher aux États-Unis. Par exemple, les données du chercheur indépendant Arthur Merrin, que j'ai trouvé dans la revue Nature. Je vais vous résumer, pas de panique. On peut s'imaginer que
Les maladies qui vont intéresser le plus la recherche scientifique, ce sont celles qui ont le plus fort impact sur la vie des patients et des patientes. Eh bien, selon Arthur Merrin, ce n'est pas vraiment le cas. Des maladies qui ont un lourd fardeau sur la vie des patientes, comme l'anorexie, la migraine ou l'endométriose, donc des maladies qui touchent principalement les femmes, sont très peu financées, alors que des maladies plus masculines, comme le VIH, l'hépatite ou la tuberculose, concentrent des centaines de millions de dollars aux États-Unis. On va prendre un exemple avec ce graphique, vous pouvez le voir. On peut voir que le VIH, en 2019, a concentré 3 milliards de dollars pour la recherche aux États-Unis, alors qu'une maladie qui a un impact similaire en termes de fardeau sur la vie des patients-patientes, donc le cancer des ovaires, qui est une maladie féminine, le cancer des ovaires n'a reçu que 170 millions de dollars. Le gap est vraiment énorme, vous pouvez le voir. Alors on peut se dire peut-être que la recherche va se concentrer sur des maladies qui sont plus répandues. Eh bien là non plus, selon les données, ce n'est pas vraiment le cas. On peut prendre l'exemple du diabète et de l'endométriose. On va peut-être le voir sur le graphique suivant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète, c'est une maladie qui touche les deux genres à égalité. L'endométriose, vous le savez, c'est une maladie qui touche surtout les femmes. Et aux États-Unis, il y a autant de femmes qui souffrent de diabète que de femmes qui souffrent d'endométriose. C'est à peu près une femme sur 10. Alors là, on peut le voir, le diabète a concentré 1 milliard de dollars de la recherche médicale aux États-Unis et l'endométriose, seulement 7 millions de dollars. J'ai calculé, c'est 142 fois moins d'argent. 142 fois moins d'argent pour connaître la maladie et développer des traitements. Je vous propose qu'on s'arrête un peu plus longuement sur cette maladie en particulier, l'endométriose. C'est une maladie qui a sa source dans l'utérus, cet organe dit féminin qui, pour la petite histoire, a donné son nom au mot hystérique. L'endométriose est une maladie du cycle menstruel. Dans un cycle menstruel normal, je vous le rappelle, si vous n'avez pas suivi les cours de biologie, de l'endomètre se forme dans l'utérus en prévision d'une grossesse. Et s'il n'y a pas de fécondation, cet endomètre se désagrège, il est éliminé par les règles. Chez les personnes atteintes d'endométriose, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Des tissus d'endomètre vont s'accrocher en dehors de l'utérus, sur l'appareil reproductif, sur les ligaments, sur la vessie, parfois sur les intestins ou même les poumons et provoquer des douleurs handicapantes. Les médecins tardent à poser un diagnostic. Le délai moyen est de 7 ans. Mais certaines femmes vont parfois consulter pendant des dizaines d'années avant qu'enfin un professionnel de santé pose un mot sur le mal dont elles souffrent. L'endométriose, ce n'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie chronique, très handicapante. On peut souffrir de douleurs, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de problèmes digestifs ou de saignements très abondants pendant les règles qui peuvent provoquer de l'anémie. Et dans les cas les plus graves, elle peut provoquer la stérilité. Pour comprendre le quotidien de ces femmes atteintes d'endométriose, je me suis rendue dans une consultation spécialisée à la clinique Bouchard à Marseille. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Bouchard, c'est un établissement plutôt réputé à Marseille. C'est là que Laure Manodou a donné naissance à ses enfants. Et donc cette consultation endométriose, elle est née d'une start-up de santé qui s'appelle Luna, qui a été fondée par des gynécologues. Et donc cette consultation elle se trouve dans un bâtiment flambant neuf. Et le jour où j'y suis allée, dans le couloir tout blanc de la salle d'attente, il y avait plusieurs jeunes femmes, toutes très jeunes, moins de 25 ans. Et malgré leur très jeune âge, elles m'ont toutes dit souffrir depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire depuis qu'elles ont le début de leurs règles en fait. Ces jeunes femmes sont reçues par Carole Zakarian. Voilà, c'est elle. Donc Carole est sage-femme. Elle consulte à Bouchard 3 demi-journées par semaine, donc ça lui permet de recevoir une vingtaine de patientes. Ces patientes viennent de Marseille forcément, mais aussi de communes alentours comme Aubagne, Martigues. Et comme Carole consulte aussi en visio, elle reçoit des patientes de Strasbourg ou de Brest. Elle a même déjà reçu un appel du Cameroun. Donc c'est dire comme ces consultations sont attendues. On peut le voir sur cette image. Donc Carole, là, elle est en consultation avec une patiente, une Marseillaise, qui habite actuellement en Espagne. Et on le voit, donc Carole passe vraiment beaucoup de temps
à expliquer ce que c'est le cycle menstruel, parce que même les femmes, parfois, on ne le connaît pas vraiment, et comment fonctionne cette maladie, l'endométriose. Pour toutes ces femmes qui consultent Carole, c'est vraiment pas du tout la première fois qu'elles vont chez un professionnel de santé, mais souvent, c'est la première fois qu'elles se sentent autant écoutées, parce que Carole, vraiment, elle prend le temps, elle passe plus d'une demi-heure avec chacune de ses patientes. Pendant cet après-midi que j'ai passé avec Carole, donc j'ai pu entendre les histoires de ces jeunes femmes atteintes d'endométriose, et des histoires qui, pour certaines, m'ont vraiment bouleversée, parce que ce sont vraiment des témoignages de violences médicales. Comme par exemple cette jeune femme d'une vingtaine d'années, elle raconte qu'elle est allée consulter un gynécologue donc pour ses douleurs, elle ne comprenait pas ce qu'elle avait. Et ce qu'elle explique, c'est que c'est compliqué pour elle de faire l'amour avec son compagnon parce que tout simplement, elle peut pas avoir de pénétration, c'est trop douloureux. Et là, la réaction du gynécologue, c'est de lui dire « Oh, le pauvre garçon !» Ensuite, il l'a conduit donc, sur la table d'auscultation pour lui faire subir un examen par voie endovaginale et observer ce qui se passe dans son utérus. Alors, pour les personnes ici qui ne sont pas équipées d'un utérus et d'un vagin, je vais vous expliquer. Vous avez vraiment de la chance de ne pas subir ça parce que vraiment, c'est pas terrible. Donc, ça consiste à enfoncer une sonde à peu près cette largeur dans le vagin, de la remonter jusqu'à l'utérus et ça permet d'observer ce qui se passe. Donc, cette jeune femme, elle vient juste d'expliquer que pour elle, la pénétration, c'était pas possible. Et là, le gynécologue lui fait subir, je vais vous épargner les détails, mais lui fait subir un examen vraiment brutal. La jeune femme se crispe, elle pleure, et le gynécologue lui dit « Oh, mais on va pas y arriver comme ça, mademoiselle !» Toutes racontent aussi l'indifférence quand elles racontent leur douleur. Comme cette jeune femme à qui on a dit « Mais c'est normal d'avoir mal pendant les règles, mademoiselle. Les autres ne se plaignent pas. » Ce qui m'a frappée aussi, c'est leur récit de comment cette maladie impacte leur quotidien. Par exemple, cette jeune femme qui va au restaurant un soir avec ses parents et à la fin du dîner, elle a tellement mal aux jambes, parce que oui, l'endométriose, ça cause aussi des douleurs dans les jambes. Elle a tellement mal aux jambes qu'elle ne peut pas marcher et ses parents sont obligés de la porter jusqu'à la voiture. Ou cette autre qui s'est inscrite cette année en BTS à distance, parce que pour elle, c'est impossible de savoir en début de journée si elle peut rester assise sur une chaise, supporter ses douleurs. Elle a besoin d'être chez elle, tranquille, de s'allonger quand elle a envie, d'aller aux toilettes si elle en a besoin. Ou cette jeune femme qui est responsable d'une écurie à Fuveau et qui m'a raconté que parfois, elle devait complètement interrompre ses tâches et s'allonger, tellement les douleurs l'empêchaient de travailler. Alors quand Carole pose un diagnostic, un mot sur leur souffrance endométriose, on peut vraiment lire le soulagement sur leur visage. Et Carole rajoute toujours cette phrase « C'est pas dans votre tête ». Face aux souffrances de ces jeunes femmes, Carole a un arsenal thérapeutique vraiment très limité car l'endométriose n'intéresse pas vraiment les laboratoires pharmaceutiques. Il n'existe pas de médicaments dédiés au traitement de l'endométriose. Le principal traitement, c'est les hormones. La pilule contraceptive prise en continu qui permet en fait de bloquer les règles. Ça peut, dans certains cas, dans la plupart des cas, diminuer les douleurs, mais ce n'est pas efficace à 100%. Et surtout, toutes les femmes ne peuvent pas prendre la pilule. C'est le cas de Sarah, qui devait venir témoigner ce soir, mais elle a fait machine arrière suite à un coup dur et elle m'a autorisée à vous expliquer pourquoi. Quand j'ai rencontré Sarah à la consultation de Carole, on venait tout juste de lui diagnostiquer l'endométriose. Et elle était vraiment soulagée après des années de douleur. Elle se disait, chouette, je vais pouvoir commencer un traitement, la pilule. Mais pour ça, il faut des examens complémentaires. Et ces examens ont révélé que Sarah a des risques de développer des phlébites. Et les phlébites, c'est justement un des effets secondaires possibles de la pilule. Carole lui a donc formellement déconseillé de prendre la pilule. Et pour Sarah, ça a vraiment été un coup dur. Elle m'a dit, je voyais la lumière au bout du tunnel et me voilà revenue à la case départ. Et elle n'a pas la force de venir en parler ce soir. Cette maladie, l'endométriose, elle a vraiment un impact sur la vie intime. C'est une maladie oubliée, taboue, et elle a eu des conséquences sur une personne qui est ici avec nous ce soir, Sidonie Canetto. Je vous invite à me rejoindre sur scène.
Hop, vous pouvez allumer le micro. Parfait, le bouton est vert. Merci beaucoup d'être ici. Je vois que vous êtes un peu ému. En fait, en entendant les témoignages que vous avez pu entendre à la consultation, j'ai un peu revécu mon histoire, en fait. Alors, pour vous présenter, Sidonie, et pour être tout à fait transparente avec la salle, on se connaît, puisque vous êtes journaliste également. On travaille régulièrement ensemble dans les mêmes rédactions. Et pour la petite histoire, c'est de votre bouche que j'ai entendu pour la première fois le mot endométriose. C'était il y a une petite dizaine d'années, je dirais déjà. J'en avais jamais entendu parler, alors que je suis journaliste. Et vous aussi, vous êtes journaliste, et pourtant, jamais vous auriez soupçonné d'avoir cette maladie. Vous n'en aviez jamais entendu parler. Non. Alors racontez-nous, comment est-ce que vous avez appris que vous étiez atteinte d'endométriose? Quel a été le processus? Alors, comme les jeunes femmes qui consultaient, en fait, dès mes premières règles, en fait, j'ai eu des douleurs vraiment énormes à chaque cycle. Et ça a été crescendo, en fait. Au départ, très jeune, c'était des douleurs supportables. Et plus les années passaient, en fait, et plus ça devenait insupportable. Jusqu'au moment où j'ai décidé, en fait, d'avoir des enfants. Et comme je prenais la pilule, moi j'ai eu que des gynécologues femmes. En fait, elle m'expliquait, la première m'expliquait que c'est normal, on ne peut pas tomber enceinte comme ça quand on a pris la pilule. Pendant un certain nombre d'années, il faut évacuer toutes les molécules. Voilà. Et puis les années passent. Ce qui est faux, hein. On vous rappelle. À l'époque, je ne le savais pas. Et c'est vrai que sur mes consultations précédentes avec les autres gynécos, chaque fois que je parlais de ces douleurs, notamment le premier jour, où effectivement on peut être contrainte à rester allongée, c'est pas d'être chochotte en fait, hein, c'est vraiment la paralysie. C'est le besoin d'être recroquevillé, de se masser le ventre aussi pour essayer de faire passer. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. On essaye tout, la bouillotte, tout ce qu'on peut. Et puis c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément non plus entre nous, entre femmes. On n'a pas trop de trucs et astuces. Donc c'est un peu empirique. On essaye de voir ce qui passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc au fil du temps, après l'arrêt de la pilule, j'ai beau consulter d'autres gynécologues puisque je n'ai pas de réponse et je vous passe toute la batterie de tests qu'on nous fait faire sur les prises de température, les machins, les courbes et compagnie, jusqu'au jour où 4 ans après cette décision d'avoir un enfant, je tombe sur une gynécologue en fin de carrière. C'était la combienième gynécologue que vous voyez? Entre le début de... peut-être une par an, la 4e ou 5e, 4e, quelque chose comme ça. Aucune ne m'a parlé de possibilité d'endométriose. Et en fait, elle me dit, moi, je ne peux plus rien pour vous. Je ne vois pas ce qui cloche. Par contre, je sais qu'il y a un centre à Marseille qui est spécialisé dans la fertilité, enfin la stérilité. Et je vous recommande de prendre rendez-vous chez eux pour voir s'ils peuvent vous aider. Donc déjà, ça a été une première aide, une première piste. Donc je la remercie d'avoir eu cette présence d'esprit, de me diriger vers... parce que ce centre, je n'en avais jamais entendu parler. Et quand j'ai pris rendez-vous donc, avec le médecin, ça faisait 5 minutes que j'étais assise. Il m'a posé 3 questions. J'ai répondu oui à ces 3 questions. Quelles étaient ces questions? Est-ce que j'ai des règles abondantes? Est-ce qu'elles sont douloureuses? Est-ce que j'ai des douleurs lors des rapports sexuels? Donc des questions très simples. Tout à fait. Donc c'était oui à chaque. Et là, il m'a dit, je pense que vous devez avoir de l'endométriose. What? Qu'est-ce que c'est? Et là, il m'explique, en fait, comme fait le docteur Zakarian. Je découvre, mais stupéfaite, mais en me disant, mais c'est une maladie, donc pourquoi les autres gynécologues ne sont pas au courant? Et il me dit, en fait, la plupart ne sont pas formés, ne connaissent pas l'existence de cette maladie, en fait, tout simplement. Ce qui peut paraître quand même aberrant. Et donc, suite à ça, on a enchaîné des examens médicaux et il s'est avéré qu'effectivement, j'avais de l'endométriose qui était très développée. Donc, endométriose très développée. Donc, c'est quoi les symptômes de cette endométriose? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment ça se passe pour vous concrètement? Avoir d'endométriose, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est des douleurs insupportables. L'incompréhension de l'entourage. Parce que non mais toutes les femmes ont leurs règles, toutes les femmes en font pas une maladie comme toi. Enfin bon,
Et puis, personne pour en parler. Oui, parce que vous avez appris que des femmes de votre famille souffraient de la même chose que vous? C'est ça. En fait, elles n'avaient pas le nom endométriose. Mais comme on ne parle pas entre nous de j'ai mal, j'ai des... voilà. Et en fait, c'est quand moi, ce diagnostic a été posé, moi, j'avais pas de tabou à en parler, donc j'en parlais librement. Et là, voilà, certaines femmes de ma famille m'ont dit « Ah, mais moi aussi, ah, mais moi aussi ». Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs, parce qu'elles ont fait les tests après, et elles se sont rendues compte qu'elles étaient, elles aussi, atteintes d'endométriose. Et donc, quel traitement vous avez eu pour cette endométriose et est-ce que ça a eu une conséquence sur votre fertilité, justement? Parce que c'était ça le problème de départ. Alors, suite donc, aux examens qui ont révélé la présence d'endométriose, j'ai eu une célioscopie. C'est une opération qui consiste à brûler d'une certaine façon avec un laser. Donc ça se passe en endo, voilà. Et ça brûle en fait les cellules qui sont restées accrochées, qui ne sont pas parties en fait, et qui nettoient l'intérieur en fait. Voilà. Et je peux aller jusqu'au bout? Oui, bien sûr, aller jusqu'au bout. Non, mais en fait, ce que je trouve marrant et puis rassurant pour moi, je sais que c'est pas le cas pour toutes les femmes, c'est qu'un an, jour pour jour, après cette opération, j'ai donné naissance à mon premier fils. Voilà. Un premier fils et puis d'autres ensuite? Donc un deuxième aussi, 3 ans après. Mais en fait, c'était pas par, de façon naturelle. J'ai dû quand même avoir recours. L'endométriose m'a contrainte aussi à avoir recours à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint. Et de façon très inattendue, il y a 6 mois, j'ai donné naissance à mon 3e fils. Et qui lui est arrivé bébé miracle, en fait. Bébé surprise. Voilà. Félicitations. Et donc, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'on vous a dit que... Après la naissance du deuxième, en fait, on m'a dit, là, en gros, la machine est cassée. Et c'est plus la peine d'espérer. Enfin, j'étais déjà très heureuse d'en avoir 2. J'avais envie d'en avoir un 3e. Et on m'a dit, non, ça ne fonctionnera plus. Donc voilà. Et donc, bien évidemment, pas de protection, puisque quand on nous dit qu'on est stérile, forcément, voilà. Et merci la vie. Et merci beaucoup Sidonie d'avoir eu le courage de venir témoigner ici. C'est pas facile de parler de choses si intimes. Je vous invite à vous rasseoir. Faute d'une prise en charge vraiment efficace de l'endométriose, les femmes gèrent leur douleur comme elles peuvent. Certaines vont se tourner vers des charlatans de la médecine et des livres qu'on peut trouver dans les librairies et les bibliothèques présentent l'endométriose comme une blessure du féminin sacré et vantent l'auto-guérison par la force du mental. Heureusement, depuis quelques années, et grâce à l'action de femmes, de patientes regroupées dans des associations comme Endo France, par exemple, les choses bougent petit à petit et le tabou autour des douleurs du cycle menstruel et de l'endométriose se brise. Le gouvernement a récemment promis d'engager 20 millions d'euros pour améliorer la prise en charge de la maladie et des outils développés par des associations ou des startups de santé se développent, comme celle de la startup Luna, qui permet aux femmes de s'auto-diagnostiquer avec quelques questions très simples, comme celle dont Sidonie parlait tout à l'heure, et de s'orienter vers des professionnels formés. On l'a vu, c'est la clé pour un diagnostic rapide. L'un des fondateurs de cette start-up, c'est le docteur Jean-Philippe Estrade, un gynécologue qui s'est spécialisé au fil de sa carrière dans l'endométriose. Alors, lui, malgré ses avancées récentes, lui, il ne voit pas vraiment d'avancées sur le terrain dans son cabinet parmi les femmes qu'il reçoit. Pour lui, les choses ne vont pas assez vite et c'est dû surtout à la culture du corps médical. Je vais vous lire un extrait de l'interview qu'il m'a donnée. Renvoyer une femme qui dit qu'elle a mal chez elle en disant que c'est normal, c'est violent. Cette inégalité, elle vient surtout de la culture. On a été formé avec la culture de l'écoute masculine. Il faut changer le regard sur les soins à apporter aux femmes. Changer le regard et les pratiques en chaussant les lunettes de genre. C'est ce mot que les chercheurs utilisent pour désigner ce regard
qui permet de détecter les discriminations de genre partout où elles se trouvent. Comme par exemple, le Haut Conseil à l'égalité nous apprend que les petites filles souffrent souvent d'un retard de diagnostic de l'autisme. Elles souffrent pourtant exactement des mêmes symptômes que les garçons, mais ils ne sont pas interprétés de la même manière par leur entourage et par leur médecin. Je vous lis un extrait du rapport. Chez les jeunes enfants, le retrait sur soi, le défaut d'interaction sociale seront plus facilement considérés chez une fille comme de la réserve et de la timidité. Ces mêmes attitudes seront davantage interprétées comme un indice de trouble de communication chez les garçons, car en décalage avec les représentations sociales des comportements des garçons, censés être plus expansifs et dynamiques. Chausser les lunettes de genre, ça permet aussi de porter un autre regard sur les plus grands scandales de santé, comme par exemple le scandale du Mediator. Rappelez-vous, ce médicament présenté comme un antidiabétique par les laboratoires Servier a été prescrit comme coupe-faim entre 1976 et 2009. Il reposait sur une molécule toxique, proche des amphétamines. Ce médicament provoquait des maladies comme la valvulopathie cardiaque, c'est une déformation des valves qui empêche le cœur de bien fonctionner, ou l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie extrêmement rare, c'est la maladie du cœur qui s'essouffle, et c'est une maladie dont on ne guérit pas. Lors du procès des laboratoires Servier, qui s'est tenu entre janvier et juin cette année, sur les bancs des parties civiles, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez suivi l'actualité, sur les bancs des parties civiles, il y avait surtout des femmes. Elles représentent 70% des victimes du Mediator. Alors, pourquoi ce médicament a tué plus de femmes? Ce n'est pas le hasard. Pour comprendre pourquoi, j'ai eu la chance de rencontrer Irène Frachon. Vous la connaissez? Elle est pneumologue et c'est elle qui a lancé l'alerte sur la toxicité de ce médicament. Elle travaille au CHU de Brest, en Bretagne, et elle a commencé à s'inquiéter quand plusieurs de ses patientes sont décédées. Elle ne comprenait pas pourquoi et tout ce qu'elle savait, c'est que toutes prenaient du Mediator. Ses recherches, sa ténacité ont permis de mettre au jour la toxicité de ce médicament du laboratoire Servier. Irène Frachon m'a reçue chez elle, près de Brest, et je vous propose de l'écouter. Cette cible de l'amaigrissement, du pseudo-diabète vers 50-60 ans, c'est quand même dans notre société d'abord les femmes qui en souffrent et qui sont pointées du doigt pour ce surpoids. Ça a coûté donc à ces femmes, bien sûr, toutes les complications du Mediator. Mais ce qui est absolument dramatique, c'est que ça a aussi coûté à ces femmes, et là maintenant je vais parler du comportement du corps médical, ça leur a coûté des erreurs de diagnostic, le fait que personne n'ait mis en cause le Mediator dans leur essoufflement, et le fait que même une fois reconnues comme victimes, on préfère dire que c'est parce qu'elles sont grosses que malades du Mediator. Enfin, moi, je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai vu ces femmes qui se plaignaient d'essoufflement, à l'époque où le Mediator était commercialisé, sa dangerosité était cachée. Et donc, elles étaient essoufflées et on disait « Ah, mais c'est le surpoids, il faut un peu vous bouger, c'est ceci, c'est cela ». Et moi, j'en ai vu de ces femmes-là, moi, je ne comprenais pas non plus ce qu'elles avaient, en fait. Et quand j'ai relu leur histoire, eh ben, en réalité, le cœur fuyait, se fatiguait, et c'était vraiment la pathologie du Mediator. Mais comme elles étaient grosses, on disait bouge-toi un peu ma grosse, quoi. Voilà, en gros. Donc en gros, c'est parce que c'est des femmes en fait que ça a mis autant de temps. En tout cas, disons qu'il y a trois discriminations dans l'affaire du Mediator. C'est le surpoids, ce qu'on appelle la grossophobie, qui touche hommes et femmes, en surpoids. La grossophobie, manifestée par tous, mais beaucoup par le corps médical. J'ai envie de dire un petit mépris de classe et de genre. Ouais, certainement. Moi, je me souviens que dans les comités d'experts qui devaient statuer sur justement l'imputabilité des lésions et évaluer les dégâts, vous aviez des hommes experts qui ricanaient en disant oui, enfin, ce sont les femmes
bouteilles de Perrier, vous savez, enfin Perrier, enfin les grosses quoi. Et enfin il y avait ce mépris des femmes grosses, il est odieux et moi je l'ai vraiment entendu et entendu aussi la douleur de ces femmes stigmatisées. Ouais. Lors du procès en appel des laboratoires Servier qui s'est tenu donc, en début d'année, je le disais, le parquet général a requis le paiement de 200 millions d'euros. La décision sera rendue le 20 décembre prochain. Les questions de genre et la santé sont liées, mais Irène Frasson le disait tout à l'heure, les professionnels de santé ne sont pas vraiment sensibilisés à ces questions. Il n'existe par exemple aucun module obligatoire sur ces questions en faculté de médecine en France. Eh bien, en Suisse, en 2016, le pays a décidé de revoir les objectifs d'apprentissage de ses étudiants et étudiantes dans les 6 facultés de médecine du pays, et donc a décidé de mettre en place 2 heures obligatoires sur les questions de genre. L'exemple le plus abouti, c'est sans doute celui de l'Université de Lausanne. Elle s'est dotée d'une unité de recherche genre et santé. Les étudiants doivent suivre une dizaine d'heures consacrées à ces questions, et notamment un cours sur la prévention du harcèlement sexiste et sexuel et les violences de genre. En 4e année, les étudiants sont également invités à s'interroger sur leurs propres stéréotypes. Ils doivent en petits groupes revenir de leur stage avec un cas clinique qu'ils ont pu observer, et ensemble, ils vont s'interroger. Quel est l'impact du genre du patient ou de la patiente dans sa prise en charge? J'ai discuté donc avec les 2 enseignantes chargées de ce cours. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est que les étudiants observent toujours un peu les mêmes choses. Aux femmes, on va les interroger sur leur famille, est-ce qu'elles ont des enfants. Les hommes, on va les interroger sur leur métier, leur situation professionnelle. Les étudiants observent aussi que les médecins ont tendance à prescrire des antidouleurs moins forts aux femmes, parce qu'elles sont supposées être plus douillettes, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi parce que les médecins sont plus réticents à cause des potentiels effets secondaires pour les femmes que pour les hommes. Ces stéréotypes peuvent vraiment être lourds de conséquences quand il est question de vie ou de mort. Carole Claire, que l'on voit ici à l'image, c'est une des 2 dirigeantes de ce département genre et santé de l'Université de Lausanne. Elle est médecin aussi, et je lui ai posé une question, elle a eu le courage de me répondre. Est-ce que vos propres stéréotypes vous ont déjà conduite à vous tromper de diagnostic? Et je vous propose d'écouter sa réponse. Je raconte souvent cette situation, c'est quasiment comme dans les livres, quoi, mais où quand on est jeune médecin, on commence généralement dans des hôpitaux un peu en périphérie, on commence rarement au CHU. Et puis j'étais dans un de ces petits hôpitaux, j'avais à peu près aucune expérience, et puis on est largué seul aux urgences. Et puis je me souviens très bien d'une femme qui arrivait, qui avait 40 ans, qui était kosovare d'origine, qui était extrêmement démonstrative, extrêmement plaintive, en disant qu'elle avait des douleurs dans la poitrine. Puis vraiment, enfin voilà, dans ma tête, crise d'angoisse. Cette patiente, en plus, il y avait le double stéréotype. C'est en plus une patiente qui vient d'un pays où on estime que les gens se plaignent peut-être un peu plus. Et puis je raconte souvent cette histoire parce que, en fait, heureusement, elle est arrivée avec l'ambulance. Donc on lui a tout de suite un peu machinalement collé des électrodes pour lui faire un électrocardiogramme. Puis elle avait un infarctus qui était mais comme dans les livres. Donc et vraiment, moi, je me souviens de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, c'est affreux ce qui vient de se passer parce que je m'en voulais terriblement d'avoir eu cette espèce de moment où je me suis dit, voilà, encore une patiente, entre guillemets, hystérique, vraiment. Et puis, voilà, après, il faut déconstruire tout ça, puis arriver à comprendre pourquoi on a ces réflexes. Donc, voilà, c'est une situation, mais je pense qu'il y en a tout plein. Et puis, souvent, en fait, c'est moins flagrant que ça, je trouve. C'est moins, c'est justement des sortes on a quand même, je pense, on a été formé à être très justement un peu paternaliste dans le sens où voilà, on sait ce qui est bien pour les patientes et les patients. Puis je trouve ça qui est compliqué aussi à déconstruire. Mais je pense du coup, pour moi, c'est très utile. Des stéréotypes
raciste, sexiste, qui pousse à prendre une crise cardiaque pour une crise d'angoisse. Cette histoire que raconte Carole Claire, ce n'est pas un cas isolé. Le nom de Naomi Musenga vous dit peut-être quelque chose. En décembre 2017, Naomi Musenga, on la voit sur la photo, Naomi Musenga appelle le SAMU de Strasbourg. D'une voix faible, elle se plaint de douleurs à la poitrine, elle dit qu'elle va mourir. À l'autre bout du fil, l'opératrice se moque d'elle, mais tout le monde meurt un jour et lui raccroche au nez. Naomi réussit à joindre les urgences une autre fois. Elle est finalement prise en charge, mais elle meurt 5 heures plus tard. Cette histoire a mis à jour le poids des stéréotypes dans la prise en charge des urgences. C'est ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Un stéréotype qui pousse les soignants et les soignantes à s'imaginer que les personnes noires et arabes, et principalement les femmes, ont tendance à surjouer leurs symptômes. Mais il n'y a pas que le genre et la race qui influent sur la prise en charge médicale. Le milieu socio-économique joue beaucoup et la pauvreté est sans doute le principal frein à une vie en bonne santé. Et qui sont les personnes précaires? Dans leur majorité, des femmes. On va le voir en quelques chiffres. Les femmes sont à la tête de 85% des familles monoparentales. Et l'INSEE nous apprend qu'un tiers de ces familles vit sous le seuil de pauvreté qui est fixé à 1 430 € pour une femme élevant seule un enfant. Elles représentent également 70% des travailleurs et travailleuses pauvres. Cela s'explique par le recours plus fort au temps partiel chez les femmes, mais aussi parce qu'elles sont plus représentées dans ce qu'on appelle les métiers du care. Ces métiers essentiels au bon fonctionnement de la société, mais qui sont souvent dévalués, mal payés. Elles sont femmes de ménage, aides-soignantes, assistantes maternelles, caissières dans les supermarchés. Des métiers pénibles. Elles sont confrontées au port de charges lourdes, les enfants, les malades dont il faut s'occuper. Elles sont exposées aux produits toxiques pour nettoyer. Elles sont exposées aux troubles musculo-squelettiques, ces raideurs et douleurs que l'on sent quand on fait des tâches répétitives. Et pourtant, ces facteurs de pénibilité sont très mal pris en compte par la société. Et en 2017, c'est bien avant la réforme des retraites de cette année, les ordonnances Macron, déjà lui, ont retiré 4 facteurs de pénibilité qui permettent de prendre une retraite anticipée. Je vous les cite. L'exposition aux produits toxiques, la manutention manuelle de charge, l'exposition aux vibrations et les postures pénibles. Ça ne vous rappelle rien? On dirait bien les conditions de travail des femmes de ménage et des aides-soignantes. La société donc, prend moins bien en charge les maladies professionnelles des femmes, ce qui les pousse parfois à ralentir, à moins travailler à cause de ce corps endolori et donc à gagner moins d'argent et à s'enfoncer encore plus dans cette spirale de la précarité. Et cette précarité, c'est vraiment un frein au moment de consulter un professionnel de santé, car comment faire quand on n'a pas d'argent et qu'on vit dans un désert médical? Yasmine Cherfi, que l'on voit ici, est médiatrice de santé dans les quartiers nord à Marseille. Elle travaille pour l'association 7. C'est une association qui a été créée pendant la période du Covid. Elle permet de porter la santé, les soins aux habitants au plus proche, là où ils habitent, dans les quartiers. Donc Yasmine Cherfi m'a expliqué pourquoi et comment certaines femmes pouvaient renoncer à des soins, comme par exemple le frottis, le test de dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un examen qui pourtant est remboursé à 100% par la sécurité sociale. On l'écoute. Je vais vous parler d'un exemple concret au quartier, là dans le 16e, à Saint-André. Il y a un gynéco qui est parti, ça fait un petit moment. Elle est partie en retraite, elle n'est pas remplacée. Donc ça crée un problème pour faire des frottis ou pour faire une échographie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres médecins. Où est-ce qu'il faudrait qu'elles aillent pour... Il faudrait qu'elles prennent rendez-vous à l'hôpital et souvent c'est lent.
ou elles n'ont pas envie parce que c'est à l'hôpital. Voilà. Prendre le bus, le métro pour aller à l'hôpital, c'est compliqué pour elles. Des fois, elles sont seules avec des enfants, il n'y a personne pour garder les enfants. Voilà, donc souvent, c'est vraiment beaucoup de... Les femmes que je côtoie dans ce dispositif, souvent elles me disent, quand un médecin est parti, il n'est pas remplacé, moi je ne peux pas y aller en ville, c'est trop loin, les rendez-vous sont trop longs. Voilà, et voilà. Donc quand on me donne rendez-vous, on me dit je téléphone, je prends un rendez-vous. Le rendez-vous, il est dans 3 mois, 4 mois pour faire un simple frottis. Pour moi, je laisse tomber. Voilà. Est-ce que l'aspect financier peut jouer aussi pour ça? Énormément. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai pris des rendez-vous chez une sage-femme pour des frottis. J'avais une 40aine de femmes pour des frottis. C'est des femmes qu'il fallait faire des frottis assez rapidement parce que ça fait longtemps qu'ils sont éloignés de tout ça. Et on s'est aperçu que la consultation, il fallait la payer, il fallait avancer l'argent. C'était 39 € la consultation, plus 41 €, un truc comme ça, pour le labo. Donc j'ai des dames qui m'ont appelé et m'ont dit « Je suis désolée, je ne peux pas aller à ce rendez-vous pour le frottis parce que je ne peux pas payer. Moi, avec cet argent, je vais remplir le frigo pour mes enfants. » Parce que pourtant, c'est une somme qui va être remboursée plus tard. Oui, mais il faut l'avancer. En fait, c'est le fait d'avancer les 36 €. C'est pas possible pour elle. Pas de gynécologue dans les quartiers, pas de gynécologue non plus en milieu rural. En France, dans 13 départements sur 100, il n'y a aucun praticien spécialisé en gynécologie médicale. Ce chiffre est issu d'un rapport du Sénat qui traite des inégalités de santé entre hommes et femmes en milieu rural. Alors pour parler de ces questions d'accès aux soins, je vous propose d'en parler avec 2 Marseillaises, Wardia Tilit et Farida Eloudi Chaibi. Je vous invite à me rejoindre sur scène. Alors, j'allume vos micros. Voilà, vous allez devoir vous le partager. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Alors, Wardia, Farida, vous êtes tous les 2 nés à Marseille, dans le bidonville de l'Estac, dans lequel vous avez vécu jusqu'en 1993. C'est ça. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez accédé à un logement plus décent. Alors, vos parents, Wardia, sont originaires du Maroc? Non, de Kabylie. De Kabylie. D'Algérie. Pardon. Oh là là. Bon, c'est pareil, hein. C'est le Maghreb. Erreur dans la prise de notes. Non, c'est pas pareil. Et Farida, de Tunisie, je dis pas de bêtises? Oui, je suis d'origine tunisienne, oui. Voilà. Vous avez 60 et 64 ans. Oui, bientôt c'est mon anniversaire. Est-ce qu'on le dit en avance? Est-ce qu'on peut le dire en avance? Oui, c'est le 3 octobre. Allez, joyeux anniversaire, le 3 octobre. Pas encore, hein. Alors, les présentations étant faites, Farida, pour commencer, je voudrais que vous me racontiez une anecdote que vous avez partagée quand on s'est rencontrés cet été. C'est un peu votre première rencontre avec le système de santé français, et c'était quand vous étiez toute petite pour la vaccination du BCG. Comment ça s'est passé? Oui. Donc, on habitait dans les bidonvilles à l'Estac, à la rue Pasteur. C'est cette tâche qu'il y avait au milieu entre mer et colline. Et donc, avec mon père, il fallait faire le BCG. Donc, on est 9 enfants. Hein. Voilà. Et mon père, il nous traînait, on va dire qu'on marchait. Il fallait marcher jusqu'au... Comment ça s'appelle? À Saint-André. Il y avait le centre médical là-bas pour aller faire le BCG. Et un avant, on dirait le coq avec ses poussins. Ouais. Il nous emmenait là, jusqu'à là-bas là, pour faire le BCG. Là-bas, la polio, c'est le truc de la polio que ça faisait mal. Voilà, on était obligé de traverser tout ça. À pied. À pied. Hein. Donc déjà... il n'y avait pas de car, il y avait pas, et même s'il y avait le car, il va payer le car pour tout le monde. On est 9 enfants. Hein. On n'a pas de sous. Hein. Il n'y avait pas. Hein. Mon père travaillait à l'usine. Hein, et depuis cette époque, c'était quand même il y a quelques années. Oui. Ça... Quand même.
Ça se voit. Ça se voit pas. C'était il y a quelques années et pourtant c'est toujours difficile aujourd'hui d'accéder à des médecins, des gynécologues. On entendait Yasmine le dire tout à l'heure. Wardia peut-être. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de consulter un professionnel de santé quand on habite les quartiers nord de Marseille? Non. Alors comme elle disait Jasmine, c'est vrai que la dernière gynéco qu'on avait, elle était à Saint-Henri et elle est partie en retraite. Donc elle est partie et elle n'a pas été remplacée. En fait, nous, on habite à l'Estac, mais quand on dit l'Estac, bon, tous les gens croient que l'Estac, c'est... Voilà, c'est vrai, c'est un petit port, c'est sympa, nanani, nanana. Mais il y a la misère des quartiers nord, puisqu'on est dans les quartiers nord, et nous, on est très mal desservis par tout ce qui est centres médicaux, tout ça, dentistes et tout, on n'a rien. On n'a rien, et c'est très, pour nous, moi, par exemple, moi, je vous donne juste un exemple, je viens d'être à la retraite, j'ai une petite retraite de 1 000 €. J'ai travaillé toute ma vie, hein, j'ai 1 000 €. Et en ce moment-là, actuellement, je ne peux pas me permettre d'aller chez l'ophtalmo pour me payer une paire de lunettes. Et en principe, je devrais la changer là. J'aurais dû la changer, mais bon, je la garde, elle est rayée, tout ça, mais je la garde encore parce que je n'ai pas les moyens. Avec ma petite mutuelle que j'ai, ils me rembourseraient très mal. Donc, j'attends encore un peu de mettre un peu d'argent de côté. Et moi, voilà. Donc, moi, c'est surtout pour tout ce qui est médecine, c'est vrai qu'on n'a rien. Vous arrivez à prendre des rendez-vous quand même? On arrive à prendre des rendez-vous, mais comme dit Jasmine, il faut attendre 7 mois, 6 mois. Moi, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai rendez-vous en décembre. J'ai le temps encore de baisser mon niveau de vue. Et décembre. Et du coup, c'est vrai que nous, on a eu la chance pendant la pandémie de rencontrer cette association 7 qui est venue dans nos quartiers pour faire nos tests, les tests pour le Covid. Parce que franchement, on était tous atteints du Covid, on ne le savait pas. Et ils sont arrivés avec... Bon, donc nous, on voyait tout ce qu'on nous disait à la télé, quoi. On disait que le Covid, attention, il ne faut pas sortir, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais on ne savait pas si on avait le Covid ou pas. Donc du coup, l'association 7, ils sont venus dans les quartiers et ils ont testé les gens. Donc en leur disant, bon, vous avez le Covid, faites attention. Là. Bon, ils nous donnaient le protocole à suivre. Mais sinon, on aurait été à l'abandon, hein, même pour les tests. Hein. Après les tests, il fallait les faire en pharmacie. En pharmacie, il y avait des queues. Ah, mais vous ne pouvez pas le faire avant une semaine. Avant une semaine, on avait le temps de crever, là. Et du coup, franchement, il y a plein de choses voilà, la gynéco, moi, ça fait... j'ai honte de le dire, ça fait 6 ans que je n'ai pas été voir un gynéco. Parce que, voilà, il n'y a pas de rendez-vous. On donne des rendez-vous à très, très loin. Après, on oublie... Et est-ce que vous avez déjà renoncé à des soins? On a parlé des lunettes tout à l'heure, mais à cause de l'argent, justement. Ben ouais, déjà, pour mes lunettes, c'est de l'argent. Oui. Hein. Ça, il n'y a pas que ça, il y a tout. Hein. Même les dents. Les dents, moi, il me manque toutes les dents du bas, il me les manque. Je n'ai pas les moyens de me payer des implants ou des... Voilà, et moi, ils me disent de mettre des implants. Les implants, mais les implants, ça coûte une blinde, quoi. Il faut être milliardaire. Farida, peut-être, votre... Je dis, moi, j'ai perdu mes dents quand j'ai accouché ma fille Sabrina, on perd les dents. J'ai galéré, ça coûte cher quand même. Hein. Je dirais que l'appareil, il faisait 800 €, mais 800 € peut-être, c'est rien pour certains. Et je payais petit à petit, hein. Mais c'était beaucoup. Et une fois, ce qui m'est arrivé, c'était le drame, c'est que quand je lavais mon appareil, je l'ai mis dans le sopalin, je l'ai mis là, en faisant le ménage. Mais je sais pas, à un moment, je l'ai posé, je l'ai jeté. Je suis restée sans dents. Va acheter je suis restée comme ça. Hein. Pendant combien de temps vous êtes restée sans dentier? Pendant un bon moment. Hein. Après, ma fille, elle est dans le médical, elle est ostéopathe, tout ça et tout. Moi, je n'ose pas dire aux enfants, tu me donnes tout ça et tout. Hein. Jusqu'à maintenant, hein. Voilà, vous me dites le nom de ton gynécologue, je dis je n'ai pas. Voilà. J'ai rencontré l'association 7, c'est eux qui font les examens, alhamdoulilah, je vais bien, ils m'ont fait là, tout ça, voilà. Hein. Mais c'est vrai, on va taper à nos enfants et dire viens maintenant un gynécologue ou un truc. Non, on ne peut pas. Hein. Et pourtant, vous alliez chez le médecin pour vos enfants, j'imagine. J'allais chez le médecin pour mes enfants, mais voilà. Et pourquoi pas pour vous?
Parce qu'il y a aussi quand on a un médecin en face, en fait, c'est vous lui dites qu'est-ce que vous avez, c'est vous que vous lui dites qu'est-ce qu'il faut écrire sur l'ordonnance. Hein, ils ne prennent pas le temps, je ne sais pas, on dirait que c'est à la chaîne. Allez, vas-y. Et je suis là, je suis malade. Voilà. Oh, vous avez quoi, Madame Chaibi? Ah bon, voilà, elle fait chier. Dans ta tête, tu te dis, écoute, je vais lui dire, écris-moi des Doliprane, écris-moi le sirop, je tousse. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Hein? Fais-moi une prise de sang, fais-moi ci, faites-moi le machin. C'est toujours pressé, mais prends le temps. Tu es payé, non? Donc c'est compliqué d'avoir des rendez-vous et quand vous les avez, vous vous sentez pas vraiment écouté. Moi, j'ai l'angoisse d'aller chez le médecin parce que comme il va te recevoir, même si le médecin, ça fait longtemps que je l'ai, eh ben, il ne te reçoit pas. Voilà. C'est pour ça, laisse tomber. Oui, voilà, vous disiez, voilà, on va chez le médecin pour les enfants et nous, on se délaisse. Voilà. Pourquoi? Laisse-moi parler. Donc, c'est vrai que nos enfants, c'est la priorité. Dès qu'ils toussent, allez, on va chez le médecin, tout ça. C'est vrai que nous, on se soigne avec les médicaments de grand-mère. Voilà, on a tout, on prend du miel, de l'huile d'olive, on se soigne comme ça. Mais les enfants, c'est la priorité. Dès qu'ils sont malades, dès qu'ils ont une carie, dès qu'ils ont machin, eux, on ne regarde pas la dépense. Mais nous, c'est vrai qu'on nous, on essaye de se soigner, mais voilà, on n'arrive pas à trouver des médecins qui nous suivent. Parce que, par exemple, moi, je vois, quand on va chez notre médecin de famille, en fait, le médecin de famille, tout est sur l'ordinateur. Donc, quand on arrive, oui, alors, on dit qu'on est malade et tout ça. Donc, il regarde l'ancienne ordonnance et il vous prescrit exactement la même chose. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute. Et en fait, c'est à la chaîne. Les gens, ils passent à la chaîne et tout. Il n'y a pas d'écoute. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. C'est vrai que quand même, on est soigné, on a une bonne sécu, on n'a pas à se plaindre. Malgré qu'on n'a pas de dents et qu'on n'a pas de lunettes. Alors, l'association 7 dont on parle a mis en place des bus médicaux qui sillonnent qui sillonnent les quartiers nord pour permettre en fait de rendre accessible un certain nombre de soins aux habitants des quartiers. Et les femmes peuvent notamment y faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors ce genre d'initiative, ça se développe pas mal en ce moment en France. Vous connaissez peut-être le bus du cœur des femmes. C'est un bus qui sillonne les campagnes pour faire de la prévention des maladies cardiovasculaires et faire un bilan complet à destination des femmes. Wardia, je voulais finir, peut-être pas finir. Voilà. Non, c'était pour justement de parler d'association 7. On aura l'occasion d'en reparler dans le débat. Justement, après. je vais leur dire que je les remercie parce que c'est eux qui interviennent et après on découvre des personnes quand même qui sont touchées et on peut les guérir maintenant. S'ils ne passent pas par là, voilà, ils sont pris à temps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie, mademoiselle. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues témoigner ce soir. Les femmes sont éduquées à prendre soin des autres, de leurs maris, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, leurs aînés. Quel que soit leur milieu social, on l'a dit, elles sont proches des médecins puisqu'elles y emmènent leurs enfants. Elles sont aussi réceptives aux messages de prévention. Une vie de femme, c'est souvent une vie à prendre soin des autres, au risque d'oublier de prendre soin de sa propre santé. Alors, pourquoi ne prend-on pas mieux en charge la santé de ces femmes? Le docteur Jean-Philippe Estrade, le gynécologue spécialiste de l'endométriose, a sa petite idée. Il m'a dit: ce sont les femmes qui portent la société, sans se plaindre. Alors, on ne veut pas voir leur douleur, de peur que tout s'effondre.